Hello et bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle pas que de Marvel Champion. Mais aujourd'hui, on va parler de Marvel Champion. Bah oui, bah je sais, il était temps. Je sais, vous les attendiez ces analyses, mais voilà. Il y a beaucoup de boulot. Je suis désolé les gars, on peut pas être partout, on peut pas tout faire à la fois, on peut pas être au four, au moulin, on peut pas non plus faire le pain, on peut pas non plus tout le vendre tout le temps. Voilà. Bah oui, je suis occupé. Oui, bon puis. Évidemment, il y a eu des vidéos sur Star Wars Unlimited. Ah bah oui, bah j'en ai fait beaucoup avec mon ami Blacky que je salue ici et mon ami Missou aussi qui a toujours sa chaîne Marvel Universe qui lui aussi fait du contenu et à la fois sur Marvel Champion et à la fois sur Star Wars Unlimited. Ah bon, on faut toujours faire des petits shout-outs comme ça. Et donc on se retrouve quand même, bah ça y est, pour l'analyse de ces deux héros de l'ère d'Apocalypse et on commence bien évidemment, enfin je dis bien évidemment, on commence par Bishop parce que vous avez cliqué sur la petite vignette, mais vous avez vu, j'aime faire avancer les choses. J'aime créer des révolutions complètement dans cette émission qu'on aime tous. Oui, vraiment, et toutes. Parce que il y en a aussi des femmes qui aiment Marvel Champion. Oui, il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a. Et donc, dans cette idée de faire avancer et de faire évoluer, encore une fois, cette émission, moi j'adore avoir un sidekick. Là, j'adore avoir un acolyte. Ah bah ouais, et vous allez voir, en plus, on va en parler de cette histoire d'acolyte. Et pour que ces analyses soient les meilleures possibles, j'ai décidé d'inviter notre ami Merlin. Oh bah comme par magie, il apparaît. Salut Merlin. Salut. Ça va? En pleine forme, en ce début de mois de mai pour cet enregistrement. Et ben voilà, on est le 5 mai, vous savez que j'aime bien vous donner un tout petit peu les dates. Alors j'ai remis ma vieille... Mon vieux paletot là de vieux, c'est pour les analyses, c'est pour ça. Et aujourd'hui, évidemment, mon ami Merlin va venir m'aider à faire l'analyse des cartes signature. Et vous allez voir, on a aussi des petits bonus. Alors vous allez me dire, comment on fait pour avoir les bonnes notes? Eh ben la note à la fin, comme je suis un dictateur, c'est moi qui déciderai de la note que je voudrais. Mais non, bien évidemment qu'on fera une espèce... On va arriver à s'entendre. Vous inquiétez pas, on va faire une vidéo seulement de 2 heures pour réussir à s'entendre. Mais je pense qu'on réglera ce conflit un peu plus rapidement que d'autres conflits qui se passent dans le monde actuellement. Alors avant de commencer, bien évidemment, la condition générale d'utilisation de cette vidéo, vous appuyez sur le petit pouce. Et de cette vidéo, parce que c'est notre salaire, hein, Merlin et moi, hein, voilà, plus il y a de pouces en l'air, mieux on se sent. Et vous abonnez aussi à la chaîne du Troll Savant, évidemment, vous continuez, Road to 5 Keys, ça n'arrête pas, il y a plein de contenu hein, qui continue d'être là. Et puis vous vous abonnez aussi au Discord, le lien pour l'invitation, enfin l'invitation permanente est en lien dans cette description, et bien sûr le Twitch de Marvelous Marvel Champion, dans lequel je vais bientôt utiliser, j'allais dire, bientôt tester les merveilleux derniers decks que notre ami Merlin en fanmade nous a fait. Merlin, tu nous as régalé dernièrement avec ton Spider-Verse pack, là, ça m'a l'air d'être une dinguerie. Alors, ce Spider-Verse pack, effectivement, c'est un sujet de travail, pas le sujet de la vidéo, mais voilà, c'est basé sur le travail d'une personne de la communauté, avec des adaptations qui permettent d'apporter un autre regard sur ces personnages et sur ces scénarios, puisqu'il y a des héros et des scénarios. Et donc, on verra ça bientôt sur le Twitch. Donc, l'idée, c'est évidemment de s'abonner sur le Twitch aussi. Mais aujourd'hui, c'est parti. On se lance sur l'analyse de Bishop et sur l'ère d'Apocalypse. Alors déjà, vous dites en commentaire si vous avez torché cette boîte. Il y aura bien évidemment une review de la boîte qui viendra un petit peu plus tard. De mon côté, moi j'ai fait 5 parties et avec Bishop et 5 parties avec Magic, avec les decks préconstruits et après des petites choses que j'ai bougées dedans. Ça m'a donné une vision plutôt assez globale des deux personnages et on va confronter ça avec l'ami Merlin. Alors, sur cette première carte, sur cet alter ego, puisqu'on enregistre de ton écran, Merlin, voilà, Lucas Bishop, qui a 4 de règles, une taille de 26, comme d'habitude. Enfin, je dis comme d'habitude, il y en a qui ont des tailles de 25. Et point de vie de 12. Il a le trait mutant, temporel, vous allez voir que c'est important. Et en réponse, après être passé sous cette forme, ajoutez à votre main une carte temporelle de votre pile de défauts. Alors moi, vous savez à quel point j'aime toujours autant des personnages qui en alter ego nous permettent d'aller chercher, d'aller tuto des cartes qui sont
dans les défausses ou carrément dans les decks et tout ça. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime. C'est déjà une mécanique, entre guillemets, je dirais, de base, qui me plaît assez de la part de cet alter ego. Voilà, je sais pas, toi, ton avis là-dessus, Merlin, en tant qu'alter ego. Puis 12 points de vie, c'est pas dégueu. Tout à fait, 12 points de vie et une rec de 4, c'est pas mal, hein, c'est pas classique, c'est quand même au-dessus de la moyenne qui est souvent à 9 ou 10 points de vie et une récupération de 3. À noter une différence importante, hein, on a souvent des actions d'alter ego qui permettent de les faire en fait 2 fois par tour lorsqu'on passe un alter ego. Là, c'est une réponse, donc elle ne s'active qu'une fois au moment où on passe un alter ego. Après, le tour suivant, lorsqu'on est en alter ego, on n'en dispose plus. Ouais. Donc c'est important d'avoir ça à l'esprit, mais par contre, lorsqu'il y a des effets de scénario qui font changer de forme, et ça existe, genre des obligations, par exemple, eh bien, on peut profiter de l'effet. Ouais, tout à fait. Moi, je trouve que c'est toujours hyper intéressant. Et la carte héros, notre Lucas Bishop, quand il devient Bishop tout court, tu me l'envoies, tu veux pas me l'envoyer? Ouais, il faut que j'appuie sur les bonnes touches. Voilà. Et ben voilà. Donc Bishop, quand il perd son prénom, il a 2 de contre, 2 d'attaque et 1 de def en héros. Il garde donc le trait temporel et X-Men. Et absorption d'énergie, réponse. Alors on rappelle hein, que les réponses sont pas toujours forcées. Et donc là pour le coup, c'est une réponse tout court. Après que Bishop a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, vous défaussez autant de cartes du dessus de votre deck, ajoutez à votre main chaque ressource ainsi défaussée. Donc, pour faire très simple, dès qu'il prend une patate, dès qu'il prend un dégât de quoi que ce soit, tu défausses une carte de ton deck et tu vas récupérer toutes les cartes ressources. Et on va voir que son deck est basé sur les ressources. Alors on rappelle un Bishop, c'est un personnage qui va se nourrir un petit peu des coups qu'il va se prendre dans la tête pour en principe après faire des bobos. 2-2-1, ça va, c'est pas mal. Le 1 de def, moi dans mes parties, je me suis rendu compte qu'il avait que 1 de def, hein, pour pas mentir. J'ai pris 2 défaites assez cuisantes justement dans les scénarios où je me suis dit ah c'est cool, c'est pas grave, je vais prendre des taquets dans la tête. Parce que le 12 de points de vie, c'est bien, ça descend quand même assez vite. Qu'est-ce que tu en penses de ce héros, Merlin? C'est une mécanique finalement assez originale, parce que même si on avait déjà un personnage avec Drax qui aimait prendre des dégâts, on a un nouveau personnage qui aime, entre guillemets, prendre des dégâts. Spider Cochon ici aime prendre des dégâts. mais c'est vrai que ça compte pas. Et par contre, effectivement, pour en profiter, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait beaucoup de cartes ressources. Donc ça effectivement oriente très fortement la construction du deck autour de cette mécanique de défausse de cartes ressources. Ouais. Après, le 1 de défense me paraît pas indispensable en fait, et pas forcément problématique, suivant la construction qu'on fait bien évidemment. Et suivant une carte qu'on verra beaucoup plus tard, qui est, pour le coup, essentielle à son set. Bien sûr, bien sûr. Moi, je trouve que c'est plutôt, voilà, entre l'alter ego et le héros, je trouve que c'est, moi, un package qui me plaît. Je le trouve vraiment pas mal. Forcément, on parlera des notes par la suite. Mais, voilà, j'aime plutôt bien la mécanique. À chaque fois, effectivement, les deux ont des réponses. Qui ne sont pas évidemment forcées, mais bien sûr que pour vraiment profiter au mieux de ce personnage, ces réponses, on va la plupart du temps les appliquer, hein, il n'y a pas de raison de ne pas les appliquer. Voilà, je trouve que en tout cas, en solo, le 2 de contre permet quand même de gérer quand même un certain... beaucoup de fois la manigance, c'est vrai que quand on a toujours un personnage qui a 1 de contre, c'est là où c'est toujours un petit peu compliqué de jouer en solo. Et puis, ce personnage, on va passer aux cartes signature. Il a non pas 1, mais 2 alliés. Je te laisse nous donner la définition. Je te laisse nous lire ces 2 alliés entre Randall et Malcolm. Oui, donc effectivement, c'est assez original parce que il y a 2 alliés signature. Les alliés signature sont des miroirs l'un de l'autre. Ils ont tous les deux le trait temporel et X-Men.
Donc comme Bishop a aussi le trait temporel, on peut utiliser un exercice de cohésion d'équipe pour les mettre en jeu. Donc ils ont des stats de 1 de contre et 2 d'attaque, et pour Randall de 2 de contre et 1 d'attaque. Tous les deux ont 3 points de vie. Et donc l'action de Malcolm consiste à défausser une carte ressource de notre main. Donc une carte ressource, c'est pas une ressource sur la table. Et si la carte défaussée a une icône physique imprimée, on soigne un dégât de Malcolm. On peut le faire une fois chaque phase. On a le même effet avec Randall sur les icônes énergie imprimée, dans la même logique. Voilà, et les deux donc pour 3 de ressources. Alors c'est important de préciser parce qu'on a eu des questions qui sont passées dans le Discord, de la part aussi de joueurs plus ou moins expérimentés. Il s'agit bien de cartes ressources, pas de générateur de ressources. Ça c'est hyper important parce que c'est le genre de petits misplays qu'on peut faire. Voilà, donc non seulement c'est pas un générateur de ressources sur la table, donc par exemple le X-Jet qui génère une ressource pour un personnage X-Men ne peut pas servir, mais de la même manière que si on a une carte événement dans sa main, ce n'est pas une carte ressource. Donc on ne peut pas non plus l'utiliser même si elle a une ressource imprimée physique. Il faut que le type de la carte soit ressource. Moi j'aime bien ces deux alliés, le fait qu'il y ait déjà 2 alliés, et puis qu'on va pouvoir les garder quand même un certain nombre de temps si effectivement le deck est bien buildé. Moi, à chaque fois dans les parties que j'ai faites, alors sur la plupart des parties que j'ai faites, j'ai réussi à garder Malcolm. Randall, du fait d'avoir 2 de contre de base sur Bishop, j'ai considéré que Randall était moins important, et j'ai gardé Malcolm le plus longtemps. Alors c'est pas de ce genre de perso. J'ai pas utilisé ces alliés pour me défendre, puisque le but du jeu, c'est quand même aussi de prendre des tartes dans la gueule avec Bishop. En tout cas, Malcolm, moi, m'a bien servi pour grignoter des points petit à petit, soit sur des sbires, soit sur le méchant. Et évidemment, on parlera d'une carte clé, puisqu'on va évidemment parler aussi de cartes bonus dans cette analyse. Voilà, moi j'aime plutôt bien l'idée des 2 alliés. De ton côté, t'es... Moi j'aime bien l'idée des 2 alliés. Il y a naturellement des decks... il arrive en préconstruit commandement. Il y a beaucoup de decks construits autour de commandement et des alliés. Du coup j'ai choisi moi de le faire à contre-courant et de le faire en justice. Et j'ai pas cherché à utiliser plus que ça les alliés pour le coup, puisque les alliés en fait vont vraiment être bien en commandement pour les booster et les garder sur la table comme tu l'as dit, sachant que c'est Bishop qui va prendre des dégâts et les alliés ne vont pas servir à se protéger. Donc moi j'ai fait un deck un peu différent où les alliés s'en allaient, je cherchais pas forcément à les maintenir, mais je continuais à prendre les dégâts parce que c'est de toute façon sa marque de fabrique de prendre les dégâts. Yes, on passe à la suite. Le fusil de Bishop. Le fusil de Bishop, c'est une amélioration qui coûte 2, qui est unique. Alors attends, moi ça, ouais, voilà, c'est vrai, parce que moi ça va un petit peu friser, pardon, excuse-moi. Vas-y, c'est bon. Ouais, l'amélioration du fusil de Bishop, vas-y. Qui coûte 2, qui est unique, qui a le trait temporel et le trait arme. Il y a le mot-clé restreint, donc je rappelle, pas plus de 2 cartes avec le mot-clé restreint sur la table, à moins d'avoir un ceinturon pour pouvoir en poser un 3e. C'est une action de héros qui est de type attaque. À noter qu'elle n'a... Voilà, elle a attaque entre parenthèses, mais elle n'a pas le trait attaque. On peut quand même s'interroger sur cet effet. Donc attaque, ça veut dire qu'on va être... on ne pourra pas utiliser si on est sonné. On incline le fusil de Bishop, on choisit un ennemi, on lui afflige un dégât pour chaque carte ressource dans notre main, et tout cela à distance pour éviter les ripostes. Ce qui est pas mal quand même, c'est que si elle a le trait attaque et qu'on est sonné, on peut l'incliner, ou alors on peut incliner Bishop pour aller attaquer, on vire l'état sonné, et après on peut attaquer avec le fusil. Tout à fait, donc c'est toujours intéressant de pouvoir enlever un sonné assez facilement. C'est une amélioration qui coûte que 2, qui va faire des dégâts gratuits, on va dire en général entre 1 et 3 par tour.
bon, bah, c'est quand même une carte sympathique. Ouais, moi je trouve que c'est une très bonne carte, en tout cas dans la mécanique de ressources bien sûr de l'ami Bishop. Moi je trouve que c'est vraiment bien et c'est une carte que je suis allé souvent chercher dans les parties que j'ai faites. Parce que je l'ai eu dès la première partie, je l'avais posé et c'est pareil. Bon bah voilà, avec pas mal de ressources en main, c'est toujours hyper intéressant comme tu dis, par tour, soit ça permet de pinguer un état tenace, ce genre de choses, et puis évidemment aussi d'éviter la riposte. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne carte. Alors, je vais lire la suite. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a en amélioration l'uniforme de Bishop. C'est un objet temporel pour 2 en réponse après avoir résolu la capacité absorption d'énergie. Je vous rappelle, on prend des points de dégâts et on défausse des cartes de son deck jusqu'à récupérer les 4 ressources de Bishop. Vous inclinez l'uniforme de Bishop, vous soignez un dégât de Bishop pour chaque 4 ressources dans votre main. Ce qui est vraiment pas dégueulasse dans l'idée, parce que c'est là qu'on va pouvoir essayer de se soigner un petit peu de toutes les pêches qu'on aura prises durant ce tour, quoi. Alors généralement, de toute façon, les dégâts, vous allez les prendre pendant le tour du méchant, bien sûr. Là, je trouve que c'est assez fort. C'est pareil, c'est assez fort, parce que l'idée, c'est effectivement d'avoir toutes ces 4 ressources en main pour se soigner. Pour moi, c'est la carte indispensable. Ouais. De mon point de vue, c'est vraiment la carte indispensable au deck. On a vu, il a 1 de défense, on n'est pas encouragé pour défendre, on n'est pas encouragé pour s'incliner, puisqu'on a 2 de contre et 2 d'attaque, donc on a mieux à faire. Et puis là, on défausse, et ensuite, on récupère les cartes en main, les cartes qu'on a défaussées. Ouais. On compte les cartes qu'on avait, plus les cartes qu'on avait défaussées, et on se soigne avec l'uniforme de Bishop. Bon. Régulièrement, vous prenez facilement entre 3 et 5 dégâts d'une attaque, d'un méchant, bien calibré. Si vous construisez un deck avec un certain nombre de ressources, vous avez régulièrement 2, 3, 4 ressources en main après l'attaque. Donc vous avez quasiment évité tous les dégâts de l'attaque. Ouais, c'est assez fort. C'est vraiment très fort. Bon, ça ne marche qu'une fois, bien sûr, puisqu'il faut incliner, bien évidemment, l'uniforme, sinon ça serait complètement pété. Le personnage serait quasi immortel, quoi. Tu nous lis la suite? Le superchargé, c'est une carte qui est en double exemplaire. Ah, voilà, il est là, en double exemplaire. C'est une amélioration qui coûte 0, c'est un super pouvoir. Donc on la pose sur la table. Son action consiste à donc défausser une carte ressource de notre main, toujours, et placer un jeton charge sur cette amélioration pour chaque icône de ressources de la carte défaussée. Donc vous regardez le nombre de ressources d'icônes sur la carte, vous chargez votre superchargé. L'interruption de héros, ensuite, sur cette carte, consiste à, lorsqu'on effectue une attaque de base, on peut le défausser, et on aura plus 2 attaques pour chaque jeton charge qui aura été placé dessus, avec un maximum de plus 8 attaques. Donc ça veut dire, en gros, 4 jetons. Mmh. Donc vous mettez 4 jetons, donc vous dépensez des 4 icônes de ressources, ça peut être des cartes de double ressources, Ouais. énergie ou force, et ensuite vous attaquez à 10. C'est une dinguerie, hein. D'autant que ça monte assez vite, ça peut monter assez vite. Voilà, à noter qu'elle n'est pas limitée, contrairement par exemple à son équivalent chez Captain Marvel. Ouais. Elle n'est pas limitée, donc on peut poser les 2 sur la table. Ouais, c'est vrai. Donc, est-ce qu'on peut... Donc, effectivement, on peut faire carrément une attaque à 20, alors? Non, parce que c'est une attaque de base, donc il faut avoir un moyen de te redresser pour pouvoir... Ah oui, c'est sûr, ouais, tu peux pas défausser les 2 en même temps. Quoique. Parce que moi, je vois pas d'interdiction de... S'il n'y a pas d'interdiction de les poser... Tu peux les défausser, ça fera que 18 par contre. 2 plus 8 plus... Oui, bien sûr, 18. Le mec est... Et effectivement, rien ne t'empêche d'utiliser les 2. Ouais, c'est assez costaud, hein. Franchement, alors moi, je l'ai pas beaucoup utilisé parce qu'elle n'est pas vraiment tombée dans mes mains. J'ai pu l'utiliser vraiment une fois pour faire un gros finish.
Mais c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Je trouve que c'est... ouais. Pour moi, l'utilité maximum de cette carte, c'est de stocker des ressources. On l'a dit tout à l'heure, dans notre exemple, on pouvait se retrouver avec 4 ou 5 cartes ressources en main. Bien sûr. Parfois, on en a trop et on ne sait pas quoi en faire. Là, en fait, on va pouvoir dépenser nos ressources et sur notre superchargé. Donc, c'est notre concentrateur de ressources. Et donc, ça permettra de savoir quoi en faire et pas avoir des cartes mortes dans la main. Et rien que pour ça, elle est utile. Et puis, quand on en a besoin, on la déclenche. Et ce qui est vachement bien, c'est d'en avoir deux. Parce que si tu en... Enfin, tu vois, effectivement, si tu te retrouves avec des mains quand tu tires, que tu fais ton refil et que tu te retrouves qu'avec des cartes charge, enfin, pardon, avec des cartes ressources, et que tu n'as pas le superchargé dans ton... de poser, t'es un petit peu, tu te dis, enfin, t'as quasiment un tour mort, quoi. C'est juste ça qui est un peu compliqué, en tout cas avec lui. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a quelques conseils de construction de deck importants à garder à l'esprit de ce fait qu'on puisse avoir ces ressources et des mains qui peuvent être mortes parce qu'on a beaucoup de ressources. Et le superchargé, en tout cas, répond à cette problématique de dépenser des ressources. La suite. La suite, on a le rayon pulvérisateur pour 3. C'est un événement en 2 exemplaires. Attaque, il a les traits donc attaque et super pouvoir. Action de héros, c'est une attaque. Infligez 6 dégâts à un ennemi si vous avez payé cet événement avec une carte ressource. Et ben là, vous redressez Bishop. Et donc c'est là vous avez une deuxième amélioration ultra super chargée, complètement boostée. Bon, là c'est peut-être là qu'on peut le faire en 2 tours, mais il faut faire un setup assez costaud quand même. Ouais, je l'ai jamais vu les 2 super chargés sur la table. Pour être honnête, j'en ai toujours vu qu'un. Mais bon, 3 pour 6. 3 pour 6, ça va, mais l'intérêt, c'est de pouvoir redresser Bishop, soit pour faire un autre contre derrière, soit pour faire une autre attaque, quoi. Donc on est presque à un 3 pour 8. Oui, ou un 3 pour 6 et 2 de contre. Et 2 de contre. Et sachant que même si Bishop a attaqué avant ou contré avant, on est même quasiment à 3 pour 10, quoi. Tout à fait. Donc, franchement, c'est pas très cher, hein, 3. Hein. Ouais, et puis très attaque, très super pouvoir. Donc vous avez les 2 générateurs de ressources associés à ces traits qui sont disponibles. Donc en plus, vous pouvez facilement réduire son coût. Donc carte excellente. Carte excellente. La suite. L'autorité naturelle, c'est un événement qui coûte 2 avec le trait de contre. C'est une action de héros classique ou avec l'indicateur de contre entre parenthèses. On retire 3 menaces d'une manigance. De la même manière que pour le rayon pulvérisateur, si vous avez payé avec une carte ressource, vous avez un effet qu'il a et de piocher une carte. Bon, c'est un dégager la zone sans condition d'enlever toutes les menaces. À la place, il suffit de payer avec une ressource pour piocher une carte. Ouais. Et vous enlevez 3 menaces au lieu de 2. Bon. Pas bien, pas exceptionnel, mais bien. Pas exceptionnel, mais bien, ça tient. Et puis, sachant encore une fois qu'il a ses 2 de contre, de base, bon, sur un tour, tu peux virer quand même 5 contre et piocher une carte, qui peut être fondamentalement aussi une carte ressource que tu peux mettre après sur ton superchargé. Non, franchement, c'est pas trop mal vu d'ici. Et enfin, on termine sur les 2 dernières. L'énergie accumulée en 3 exemplaires. C'est une carte double ressource. Plus tu me frappes fort, plus je frappe fort. Voilà, il y a quelques decks comme ça qu'on a de héros, quelques cartes signatures où il y a évidemment des ressources. Là, en 3 exemplaires, bon, c'est complètement logique par rapport à ce personnage. Double ressource. Donc est-ce que la carte double ressource, par exemple, on peut effectivement l'utiliser sur superchargé en mettant autant de ressources? Oui, tu mettras 2 ressources si tu l'utilises pour supercharger. Voilà. Beau graphisme. Moi, j'aime bien ça, ce truc un petit peu comme ça, là. Je trouve ça assez joli. Ça va. Et c'est normal. Enfin, voilà, c'est dans la logique de ce personnage. J'ai rien de plus à dire sur cette carte, j'imagine. Enfin, elle a toujours le même... c'est amusant, ils ont gardé effectivement le même, les mêmes détails de ressources, quoi, physique et éclair.
Oui, tout à fait, le physique et l'éclair qui permettent de payer cette carte pour Malcolm ou pour Randall au choix. C'est vrai, j'avais pas fait attention à ça. Et c'est pour ça que c'est aussi physique et éclair, c'est que ça se combine avec nos alliés signature Ouais, pour pouvoir les soigner et les redresser si on en a envie. bah voilà, c'est pour ça que t'es là sur ces vidéos, pour montrer ça. Et tu nous lis les deux, enfin la dernière. Donc la dernière du set, c'est la conversion d'énergie qui est en 2 exemplaires. C'est un événement qui coûte 0, un événement de défense, interruption de héros. Quand un ennemi attaque mélangé dans votre deck chaque carte ressource de votre pile de défausse, vous ne pouvez pas subir plus de 3 dégâts de cette attaque. Bon, bah on récupère des cartes de la défausse, des ressources, ça peut être nos énergies accumulées. On va quand même prendre jusqu'à 3 dégâts, donc on va redéfausser 3 cartes avec l'effet de Bishop, après avoir pris les dégâts, et potentiellement les repiocher, et potentiellement se soigner. C'est une dinguerie. Alors le seul truc qu'il y a, c'est que moi d'un coup ça je l'avais fait genre un peu en fin de partie, enfin pas en fin de deck, et j'ai récupéré donc plein de cartes ressources, mais je me suis retrouvé avec des mains, avec 2 mains mortes par la suite, pleines de ressources quoi. Oui. Voilà, c'est effectivement le danger si on n'a pas de superchargé. Et on a une autre carte qui me paraît moins intéressante, sauf si on veut jouer sur la mécanique X-Men, mais c'est pas forcément ce que je conseillerais en premier. C'est notre ami Guldor. Ah. Car Guldor pouvant être joué de la défausse, comme on défausse beaucoup, il y a des chances qu'il soit défaussé. Et on a donc une cible pour nos ressources mortes pour le faire venir en jeu. Pas idiot. Très bien. Et donc, voilà, fort. si vous ne choisissez pas de construire un deck orienté autour des X-Men, ce qui est une possibilité, mais si vous ne le faites pas, mettez Guldor. Quand on a trop de ressources et qu'on ne sait pas quoi en faire, des cartes jouables de la défausse, c'est essentiel. Et un perso qui défausse, Guldor. Yes. Eh ben, écoute, merci Merlin en tout cas pour cette première indication. Alors, on en arrive au moment des notes, en tout cas sur la carte identité déjà, avant tout. Qu'est-ce qu'on pense de cette carte identité, que ce soit alter ego et héros? Est-ce que ça correspond encore une fois aux personnages qu'on connaît des comics? C'est Omar Sy qui l'avait joué dans Days of Future Past. Il l'avait joué, enfin je crois qu'il avait 3 répliques. Donc c'est... Moi, je trouve que ça correspond, j'aime bien le graphisme, ça correspond à peu près au personnage. Alors, c'est pas un personnage que j'ai beaucoup suivi, moi, qui m'a jamais plus emballé que ça, mais le fait est qu'il y ait quand même 2 réponses. Alors, on a vu les cartes temporelles, effectivement, quand on retournait en alter ego, il y a une carte temporelle qu'on peut remettre, qu'on peut de nouveau tuto dans son deck. Il a quand même ses 12 points de vie, ses 4 de rec. Je trouve que c'est plutôt une carte identité qui a assez de la gueule. Moi, je lui mettrais pas 5, parce qu'il n'y a que un def, ce genre de choses. Et puis, mais c'est quand même une carte, pour moi, sur laquelle je mettrais un bon 4 de mon côté. Voilà. Ouais, moi, ce qui me gêne, c'est le nombre de points de vie. Alors, ça se comprend du point de vue mécanique, parce qu'il a besoin de quand même pouvoir encaisser des dégâts. Mais un Wolverine à 10 points de vie et un Bishop à 12, je tique un peu. Dans l'aspect... aspect lore. Voilà, aspect thématique. Aspect mécanique, c'est évident qu'il a besoin d'avoir un peu de points de vie. Donc ça se comprend tout à fait, mais voilà, sur l'aspect lore, je suis un peu déçu. Sur l'efficacité de sa carte et sur sa capacité à s'associer au reste du set, c'est très bon, donc je mettrai aussi un 4. On est d'accord, de 12 points de vie en fait, sinon je serais allé un peu plus haut. Et alors, pour ces cartes signatures, qu'est-ce que toi tu mettrais comme note? Je mettrais également un 4, voire un 4,5. Ouais, je suis à 4,5 aussi. Ouais. Parce que on a un set qui s'énergise très fort, très fortement. Ouais. Et c'est toujours intéressant d'avoir un set qui s'énergise. On n'a pas de carte morte en réalité, par rapport à certains héros qui des fois ont des cartes
on Moi, j'aime joue beaucoup le fait des jamais. 2 alliés, moi. J'aime assez ça parce que on peut vraiment fixer aussi, selon le méchant qu'on a en face, on peut essayer de tuto davantage un allié qu'un autre, par exemple. Et comme tu dis, il y a une très belle synergie quand on arrive à faire le bon setup. Il y a une synergie qui est vraiment pas dégueulasse, à mon sens. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, on peut jouer sur les alliés si on a envie de jouer sur les alliés, si on aime jouer sur les alliés. Avec ces 2 signatures, plus un petit gueule d'or et puis une petite renarde blanche pour la défausse. Voilà, on peut avoir un set On de sait 4 que tu alliés l'aimes assez bien, la cool. renarde blanche, toi. Hein. On va en parler dans Euh, le deck building juste après. et on peut ne pas jouer sur les alliés, toutes les autres cartes synergisent. Les cartes essentielles du fusil, de l'uniforme, on peut les récupérer en passant de l'alter ego si elles ont été défaussées, puisqu'on peut les remélanger, ce sont des cartes temporelles, Mhm. les deux. Donc non, 4,5, oui. Ouais, un 4,5, je suis d'accord. C'est vraiment un deck signature qui est solide dans l'ensemble. Évidemment, on voit très bien qu'il n'y a pas de générateur de ressources, mais il a des cartes ressources et il faut jouer avec des cartes ressources pour pouvoir payer certaines cartes. Donc je trouve que c'est vraiment il est plutôt vraiment bien buildé dans sa thématique. Ça tient vraiment bien. Et maintenant, en ce qui concerne le deck building, alors le deck building, je me suis penché très peu dessus. J'ai beaucoup joué avec le deck préconstruit et je suis resté moi en commandement. Je trouve qu'il a plutôt je le trouve plutôt logique en commandement. Maintenant que tu parles en justice, après soyons clairs, tous les personnages marchent avec un deck justice parce que la justice, elle te permet la plupart du temps de gérer les manigances tranquilles. Voilà, donc la justice, je dirais que c'est un peu le passe-partout de tout le deck building. Sauf que je n'ai pas d'événement justice dans mon deck justice. Ah ah. Oui, mais toi, en fait, j'ai choisi d'orienter ce deck justice autour des policiers en patrouille. Les policiers en patrouille te permettent assez facilement de passer en alter ego. Ouais. Puisqu'elles vont contrer, si tu as posé les 3, chacune de 1 par tour. En fin de partie ou en cas de sbire un peu puissant qui te gêne, tu les défausses et tu tues ton sbire. Ouais. Et quand tu as plein de ressources, elles coûtent pas très cher, les policières au final. Ouais, c'est clair. Et quand tu ne sais pas quoi faire de tes ressources, une policière à 3, tu dépenses tes ressources. Et du coup, ça donne un deck justice très original et très différent de ce qu'on joue et qui tourne très bien. Moi, en tout cas, je le vois pas beaucoup en agressivité. J'ai regardé quelques trucs qui tournaient. J'ai pas vu beaucoup de choses non plus. Moi, je lui trouve une assez. Je vais l'essayer en tout cas en protection parce que pour essayer de regagner aussi encore davantage de points de vie, puis pour le garder un maximum aussi en héros. Je pense que il peut être bien dans la plupart des affinités, puisque tu nous parles aussi effectivement donc d'un deck un petit peu original en justice. Après, la difficulté sur le deck building, c'est de se dire, est-ce que ce personnage est monomaniaque sur quelque chose, ou est-ce qu'il peut vraiment s'adapter à toute forme d'affinité, ou c'est d'essayer de trouver toujours cette limite. Et est-ce que c'est facile de faire un deck building avec un personnage comme celui-ci, qui va être beaucoup sur les ressources, donc on va mettre beaucoup de ressources, et est-ce que c'est un deck, perso, j'aurais tendance à l'emmener un petit peu plus loin que 40 cartes. Alors, moi, je l'ai laissé à 40, je l'ai vu jouer à 40, avec entre 10 et 15 ressources, qu'on soit clair. Dans son deck, en comptant les 3 de base, on se retrouve, on rajoute facilement 7-8 ressources. Wow. On rajoute les 3 ressources classiques, on rajoute souvent les 2 grises. Ouais. Et puis on va rajouter les 2 d'affinité. Les 2 d'affinité, voire 3. Mais si on fait ça, il faut qu'on ait des cartes chères d'affinité pour aller avec. Donc je conseille des événements qui coûtent 3, voire 4 en termes de deck build. Parce que on aura plein de pognon dans les cartes qu'on a en main, et ça sert à rien de mettre des cartes qui coûtent 1. On va les surpayer la plupart du temps, donc il faut mettre des cartes qui coûtent 2, 3, voire 4. On peut facilement mettre. Après, protection, c'est pas une protection qui défendra.
puisque le but c'est qu'il aime prendre des dégâts. Maintenant, il y a des decks protection qui ne défendent pas, qui peuvent être fun. Je l'ai pas vu en agressivité, ça me semble être le moins naturel. Ouais. Pour être honnête, il tourne très bien en commandement. Voilà, on peut effectivement le faire tourner aussi en justice. Et puis, suivant qu'on joue en solo ou en multi, on va avoir d'autres envies. Voilà, à noter qu'en justice, le fait de pouvoir récupérer des cartes temporelles, ça permet d'avoir le fusil. Et puis on pourra toujours faire des dégâts avec le fusil, mais pas avec les rayons pulvérisateurs. Donc jouer en justice, faut prévoir un peu de dégâts, ce qu'on peut trouver. Ouais. Si on veut faire ça, surtout en solo. Moi, je vois plutôt un 3,5 de mon côté en deck building. Je sais pas si toi, t'étais sur ce genre de note ou plus haut. Un peu plus haut. Moi, je suis plutôt à 4. À 4. Ah ouais. Allez, vas-y. Je te le laisse, celui-là. Allez, ok, on y va. On est sur 4. Et enfin, en termes de fun, alors là, évidemment, on est dans la note la plus subjective, et c'est moi qui gagnerai. Est-ce qu'en termes de prise en main, je rappelle, toujours pour les plus jeunes joueurs d'entre vous, mais donc dans l'absolu, si vous avez pris l'ère d'Apocalypse, bah vous n'êtes plus vraiment un très jeune joueur, puisque vous avez déjà, à mon avis, pris d'autres boîtes d'extension. En termes de prise en main, je le trouve moyennement compliqué. Voilà, c'est pas on prend des dégâts, on prend des cartes ressources. Il y a une synergie qui est plutôt simple, mais moi je pense toujours à mes copains qui découvrent un petit peu jeu ou qui ne jouent pas beaucoup, qui viennent jouer avec moi. Je leur explique, je vois ce qu'ils comprennent. Je me dis bon voilà, c'est un deck et un personnage pas très compliqué à prendre en main, pas easy non plus, hein. Je pense pas qu'il soit si simple que ça, parce que même moi, quand j'ai pris 2 raclés, c'est que j'ai carrément mal géré l'histoire de prendre des dégâts et des ressources. Donc je trouve que c'est pas un personnage si facile à prendre en main. La possibilité de le rejouer, et donc effectivement, alors toi, c'est vrai que tu vas très 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 loin dans le deck building. Moi, je suis toujours au niveau CM1 du deck building, là où toi, tu es en master, doctorat, etc. Je m'amuse, mais je pense que je m'ennuie assez vite. En fait, au bout des 5 parties, j'ai dit, ok, c'est un personnage que je sortirai à l'occasion, mais alors c'est toujours pareil, hein, c'est le truc le plus subjectif qui soit. Moi, j'aime bien, je trouve la prise en main, voilà, pas très compliquée. Si vous êtes jeune joueur, on peut y aller. Mais bon, je sais pas si je vais vraiment m'amuser. Je trouve le personnage fort. C'est pour ça que moi, je suis davantage sur entre 3 et 3,5, quoi. Alors, de mon côté, moi, je classe ces personnages en 3 catégories en général. Le premier tiers étant ceux qu'un débutant peut facilement prendre avec un petit peu d'explication. Le deuxième tiers, il faut être un petit peu intermédiaire ou être accompagné. Et puis le troisième tiers, vous oubliez quand vous démarrez, vous les regardez vraiment à la fin. Donc oui, je le mettrais au début du deuxième tiers, hein, c'est-à-dire pas dans la catégorie que je conseillerais à un débutant, mais quelqu'un qui a fait 10-15 parties peut sans doute commencer à s'y intéresser de mon point de vue. Je trouve qu'il est original. Maintenant, effectivement, en termes de gameplay, c'est un peu... Enfin, je le trouve plus fun qu'un Drax. Surtout qu'on a rejoué Drax ce matin, 3, et Drax, il prenait les dégâts, puis il attaquait, puis il prenait les dégâts, il attaquait. Même si ça a été testé avec une des nouvelles mécaniques introduites par cette boîte, dont on va parler juste après. Là, c'est plus varié malgré tout. Certes, on prend des dégâts. Le principe, c'est de se faire attaquer, prendre des dégâts, se soigner. Mais après, on peut contrer, attaquer, passer en alter ego. Donc, il y a un peu plus de variété qu'un Drax où on n'a vraiment pas envie d'y revenir. Donc, moi, j'y reviendrai un peu plus. Par contre, c'est pas pour autant un perso que je rejouerais régulièrement. Donc, je serais sur un 3,5. Je sais plus combien tu avais mis, mais... Ouais, moi aussi, 3,5 j'avais mis. Entre 3 et 3,5, mais c'est vrai que il est... Alors, pourtant, j'aime Drax, hein, vraiment, j'aime Drax d'amour,
mais il est punitif, Drax. Si tu te fais retourner en alter ego, tu pleures toutes les larmes de ton corps à chaque fois pour le rebuild, alors que lui se rebuild automatiquement. Donc, par certains côtés, c'est un Drax amélioré. Hein. Ouais, voilà. On prend un peu de recul. Hein. Et donc, si on est sur un 3,5, on se retrouve sur quand même sur une note de 16 sur 20 pour Bishop, qui est quand même une très 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 bonne note en ce qui nous concerne. Ça paraît logique. Voilà, moi je pense que c'est... Voilà. Après, évidemment, comme je le dis régulièrement sur toutes ces analyses, il y a, c'est sûr, une grande part de subjectivité. On essaye de regarder un peu ce qui fonctionne. Et puis cette part de subjectivité qui est est-ce que je me projette ou pas dans ce genre de personnage. Et puis en bonus, on a quand même 3 cartes que Merlin voulait mettre en avant. Vas-y Merlin. Évidemment. La première, la plus importante sans doute, le fameux acolyte. Alors, vous l'avez peut-être vu en preview, vous avez peut-être joué, donc l'acolyte c'est une amélioration qui coûte 1. Qui n'est pas unique, donc on peut avoir plusieurs acolytes sur la table. On l'attache à un allié spécifique à l'identité, donc attention, je rappelle que certains héros n'ont pas d'allié spécifique à l'identité, et on peut en mettre qu'un seul dans son deck, donc on ne peut pas en mettre plusieurs exemplaires lorsqu'on deck build. L'allié attaché gagne 2 points de vie et devient notre acolyte. Le premier effet de cette carte, en dehors des 2 points de vie accordés à l'allié, c'est qu'il y a un effet de réponse. Après avoir effectué une récupération de base, vous soignez 2 dégâts de l'allié attaché. Moi j'adore. Je trouve que c'est... Enfin, d'un coup, le côté sidekick, le côté acolyte prend vraiment son sens. Après, j'ai l'impression que... Alors évidemment, aujourd'hui c'est commandement, mais sur tous les decks commandement possibles, c'est une carte que je vais essayer de poser partout. Parce que ce qui est vachement bien, c'est que c'est pas lié aux X-Men, c'est pas lié aux Avengers ou quoi que ce soit. Je trouve que cette carte-là, c'est vraiment le plus quasiment de toute cette boîte en fait. Comme on a eu les manigances annexes précédemment, je trouve que c'est une carte qui fait vraiment plaisir. Alors bien sûr, ça bloque sur le commandement, mais il y a vraiment possibilité de refaire des trucs un petit peu dingo avec des Captain America et compagnie, quoi. C'est vrai qu'on a eu récemment la mécanique des manigances annexes de joueurs qui a renouvelé quand même un certain nombre de choses et permis des trucs intéressants. On a eu aussi le se donner à fond, qui a aussi apporté des nouveaux effets sur des vieux héros possibles. Pour ceux qui veulent tester mon deck Black Panther, n'hésitez pas. Et là, on a effectivement de nouveau une nouvelle mécanique méta, cet acolyte, qu'on va vouloir essayer sur les héros qui ont des alliés signatures intéressants, qu'on va vouloir rendre acolyte. J'ai évoqué ma partie de ce matin. Il y a eu une tentative de mettre Mantis acolyte de Drax. Pas mal. C'est un exemple des possibilités. Mantis qui est une vraiment des alliés signatures les plus intéressantes. Voilà, et j'ai vu jouer hier l'acolyte sur Ant-Man avec le héros la guêpe. Donc il y a des tentatives qui sont possibles, ça fonctionne plus ou moins bien. Suivant ce qu'on choisit. Je conseille sur mon Scarlet Witch commandement de mettre l'acolyte sur Quicksilver en plus. Ça devient de la dinguerie. Voilà, il fait 2 points de vie, rien que les 2 points de vie, on est content. Et puis quand elle passe en alter ego, elle va le soigner. Voilà. C'est énorme. Donc effectivement, ça génère des possibilités intéressantes pour des decks commandement non pas basés sur plein d'alliés, mais sur un allié signature boosté. Génial. Et les autres cartes que tu nous as sélectionnées, le côte à côte, c'est un événement pour 2 en action de héros, c'est encore donc évidemment un commandement. Redressez votre acolyte, redressez votre héros, choisissez une des options suivantes, soignez un dégât sur chacun des 2 personnages. Les 2 personnages gagnent +1 de contre et +1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. C'est génial, moi j'adore. C'est une carte qui se marie très bien avec les acolytes.
On veut garder nos alliés signatures parce qu'ils ont des effets sympas. Ils s'inclinent, ils font leur effet, ils se redressent, ils se soignent. Ils nous redressent aussi au passage. Et puis on a un bonus jusqu'à la fin de la phase. Voilà. Si vous voulez affronter Ronan Expert, n'hésitez pas à rendre Wong acolyte de Doctor Strange. Oh là 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 là. Voilà, je l'avais pas vu venir celle-là. Joli. Et Joli. Là, vous allez aussi pouvoir remplacer votre Cosmo qui a été erraté par un Wong acolyte. Très très bon. Évidemment, ça demande bien sûr de jouer en commandement. Et enfin, la dernière carte. Tadam. Je te laisse la lire. En costume. C'est une action d'alter ego. Donc là, il faut être en alter ego. On va chercher dans notre deck et notre pile de défausse un allié et une amélioration pouvant lui être attachée. Et on les ajoute à notre main. Bon. Vous êtes en alter ego, vous jouez en costume, vous récupérez votre allié signature et acolyte. Vous devez encore payer pour les jouer, mais vous les avez en main. C'est énorme. Ça marche également avec des alliés qui ne sont pas les alliés signature. Ouais, bien sûr. Donc un tuteur d'alliés. Je vais avouer être moins fan de cette carte, même si elle peut accélérer l'arrivée de notre allié signature et de notre acolyte si on veut construire la mécanique dessus. Ça reste une action d'alter ego. On peut mettre la carte en 3 exemplaires, mais après ça devient des cartes mortes une fois qu'on a eu notre allié, sauf s'il lui arrive malheur. Mais Ouais. je suis moins fan de cette carte par rapport aux 2 précédentes, mais elle a une utilité lorsqu'on veut vraiment construire un deck autour de son allié signature et le faire venir le plus vite possible. Bah, d'où l'idée, là, par exemple, effectivement, comme tu dis, d'un Scarlet Witch avec Quicksilver qui devient le patron, quoi. Enfin, je crois que j'ai fait cette présentation de deck récemment. Ouais, ça peut être fort. Ouais, je vais pas mettre en costume. J'ai le sort dont j'ai Oui, oublié c'est vrai le que t'as le nom qui permet d'aller chercher un allié. Et tu as la carte appel à l'aide qui permet de défausser de ton deck jusqu'à se trouver un allié Avenger. Donc, ouais, mais là, tu peux aller chercher une amélioration. certes, mais les 2 coûtent 0. Enfin, en pratique, non, elle doit coûter 2 l'autre, comme celle-là. Et tu veux la faire en héros. Ouais. Moi, j'aime bien. Je trouve que effectivement, alors évidemment, je pense que c'est comme d'habitude. Hein, il y a des choses un petit peu circonstancielles. Mais si tu chopes ça au tout début de ta partie, c'est pas une carte que tu vas laisser partir, quoi, tu vois. Et ça permet peut-être aussi, en plus avec Bishop qui va choper un maximum de ressources le tour d'après s'il prend des coups dans la tête, de pouvoir poser tout le monde dès le tour 2 et avec l'acolyte et avec ton allié que tu auras voulu aller chercher. Donc voilà, moi je trouve que c'est sûrement moins fort que les 2 autres cartes, mais je lui trouve un vrai intérêt malgré tout. Oui, tout à fait. Et puis on peut trouver des intérêts. Alors Bishop ayant 2 alliés signature, Ouais. un seul pour être acolyte. Ouais. Mais néanmoins, on voit l'intérêt. Je vois un intérêt aussi dans une Spider-Woman. Spider-Woman qui peut construire des decks autour d'un Yondu qui prend pas de dégâts consécutifs ou d'une Captain Marvel. Le en costume peut être intéressant pour aller chercher ses alliés et y poser des améliorations. On peut aussi construire un deck autour de l'allié Iron Man sur lequel les améliorations sont gratuites, où on va aller le chercher avec en costume, le mettre en jeu, l'amélioration est gratuite, pop, ça va vite. Ou avec le deck de... Ouais, il y a aussi le deck de Star-Lord. Le gros deck de Star-Lord qui permet d'aller chercher d'avoir Yondu et Iron Man sur ton board. Ça permet d'aller les chercher aussi assez rapidement. Tout à fait. Donc après, il faut être en alter ego, mais effectivement, il y a des conditions où tu vas aller chercher des alliés que tu veux équiper et que tu veux garder, équiper et garder, qui sont pas forcément signature. Tu peux mettre ceux en costume. Et je le mettrai peut-être plus facilement lorsque je cherche pas à avoir mon acolyte, mais plusieurs alliés que je veux placer avec plein d'améliorations. Pour le coup.
Et ben voilà, c'est terminé pour cette longue analyse de notre ami Bishop, Lucas Bishop, de son petit prénom au civil. Voilà, merci Merlin d'avoir été présent et qu'on se soit pas trop battu, ça va, sur cette première analyse de héros ensemble. Dites-nous maintenant en commentaire ce que vous pensez de notre ami Bishop. Est-ce que vous l'avez joué, est-ce que vous l'avez poncé, est-ce que vous avez un deck de l'enfer, un deck ultime aussi à me présenter. Si vous avez un deck ultime à me présenter sur Bishop, eh ben c'est très simple. Vous venez dans le Discord et vous m'envoyez ça en MP. Donnez-nous vos notes, tout ça en commentaire. Merci Merlin. Merci à toi. Merci de ta présence, merci de tes grandes analyses et de ton savoir qui illumine cette vidéo. Et puis bah nous on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao Marvelous.